la Bourse régionale des valeurs mobilières est donc avant tout, c'est une bourse. Et une bourse, avant tout, c'est un marché financier sur lequel on va échanger plusieurs titres financiers. Donc, des actions de manière majoritaire, des obligations, d'accord, et d'autres produits dérivés qui, pour le moment, ne sont pas encore présents sur la BRVM. Alors, donc, pour commencer, on va définir ce que c'est que les actions. C'est tout simple, d'accord? Les actions, c'est tout simplement des parts d'une entreprise, d'une société, d'accord? Et donc, vous êtes ici tous entrepreneurs, vous savez ce que c'est que le capital social d'une entreprise, d'accord? Et donc, ce capital social, il est divisé en ce qu'on appelle des parts, n'est-ce pas? Et donc, chaque partie prenante dans le capital social a des actions. Donc, si je dis n'importe quoi, si je dis que le capital est de 1 million de francs CFA, par exemple, et qu'on divise ce capital-là en plusieurs morceaux, donc disons 5 morceaux, par exemple, donc un morceau va valoir 200 000 francs CFA, n'est-ce pas? Et donc, une action, ça voudra dire qu'une action, hein, qui est donc un morceau littéralement de cette entreprise-là, vaut 200 000 francs CFA. C'est aussi simple que ça. Alors, ça, c'est les actions. De l'autre côté, on a les obligations. Les obligations, bon, vous pouvez déjà voir les actions, c'est, on va dire, des produits actifs. À l'opposé, les obligations, c'est plutôt des dettes. Donc, par exemple, le gouvernement va dire, bon, on a besoin de financement pour construire tel échangeur. On n'a pas de la liquidité là maintenant. On va faire ce qu'on appelle de, de l'appel à l'épargne publique. D'accord? Donc, on va mobiliser des fonds de particuliers ou d'investisseurs qui sont prêts à fournir ce capital-là pour financer le projet de construction de l'échangeur. Donc, ils vont dire, bon, notre budget, c'est de, je dis n'importe quoi, 1 milliard de francs CFA qu'on va diviser en parts de 10 000 francs CFA. Et donc, ça voudra dire qu'une obligation pour ce projet-là, une obligation, ça fera 10 000 francs CFA. Donc, si je fais 1 milliard divisé par 10 000 francs CFA, je ne sais pas combien ça fait, ce sera le nombre d'obligations émises pour ce projet-là, donc pour financer ce projet-là. Donc, en achetant l'obligation, en fait, vous devenez créancier de l'État. D'accord? Ça veut dire que l'État vous doit de l'argent. Et donc, les revenus qui sont associés aux obligations, on appelle ça des coupons. Donc, dans le cas des actions, je fais le parallèle en même temps, c'est les dividendes qui vous sont versés de manière annuelle sur d'autres bourses. Ça vous est même versé de manière mensuelle, mais la BRVM n'en est pas encore là, d'accord? Et donc, dans le cas des obligations, c'est des coupons qui vous sont versés de manière annuelle. D'accord? Et donc, je dis n'importe quoi, vous achetez peut-être 100 000 obligations. À la fin de chaque année, vous allez recevoir 100 000 francs fois le coupon dédié à une obligation pendant le nombre d'années, hein, la maturité de l'obligation. Si on dit que c'est 5 ans, par exemple, pendant 5 ans, vous allez recevoir tous ces coupons-là. Et à la fin, vous allez reprendre votre capital, le capital que vous avez investi. Donc, le nombre d'obligations que vous avez achetées fois le prix de l'obligation, tout simplement. Donc, voilà ce que c'est que les actions et les obligations. Et c'est les deux produits actuellement qui sont disponibles sur la BRVM. OK, donc ça, c'est une question très intéressante. Ça dépend. Hein. Sur la BRVM, par exemple, on a la chance qu'on est dans une zone plutôt unie. C'est la même monnaie, la monnaie qu'utilise la bourse, c'est aussi la monnaie qu'utilisent les entreprises qui sont derrière la bourse. Donc, il n'y a pas d'écart de conversion. Donc, nous utilisons tous du franc CFA, il n'y a pas d'écart de conversion, il n'y aura pas de dévaluation, rien de tout ça. Bon, maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer avec l'Alliance des États du Sahel, si on va finir par avoir des États qui vont utiliser une monnaie en réalité et se faire coter en franc CFA sur la bourse. Ça, c'est une toute autre question. Donc, ça, enfin, quand on compare les trois véhicules d'investissement qu'il y a, donc l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat, la bourse a ceci de particulier que c'est très, très liquide. Autrement dit, si je décide là, aujourd'hui, de vendre une ligne d'action et de rentrer en possession de mes sous, ça ne va pas me prendre plus d'une semaine. D'accord? Donc, à la fin de la semaine, je sais que j'ai éliminé cette ligne. Si c'est même tout le portefeuille que je voulais éliminer, je peux éliminer tout le portefeuille et rentrer en possession de toute la liquidité. Et donc, pour investir sur la BRVM, il faut passer par un intermédiaire. Et l'intermédiaire ici, il s'appelle une SCI. Donc, tout d'autres, on appelle ça des brokers. D'accord? Ici, nous les appelons des SCI, des sociétés de gestion et d'intermédiation. D'accord? Bon, maintenant, il y a, on va dire, je ne sais pas comment les appeler. Ils ont des camarades. Donc, il y a les SCI, il y a les SGO, il y a les sociétés de. Il y a les SICAV et consorts. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. On va se concentrer sur les SGI. Donc, si vous voulez investir sur le marché financier, vous avez à créer un portefeuille. Le portefeuille, ça va se créer auprès du broker, donc de la SCI. Et
c'est ce broker-là qui va se charger d'émettre vos ordres sur le marché, sur la BRVM. Donc, quand vous-même, vous n'investissez, et ça c'est en greffe, vous n'investissez pas directement sur la BRVM. Vous passez vos ordres à la SGI et la SGI va retransmettre ces ordres-là à la BRVM. Et donc, je disais en griffe tout à l'heure parce que là, actuellement, nous avons des plateformes d'investissement de bourse en ligne et donc, c'est les SGI qui vont vous proposer cette plateforme-là. Et donc, là, vous, comment dire, vous interagissez vraiment directement avec la BRVM. Voilà, sans passer par la SDI, même si en réalité, vous utilisez une plateforme qui a été créée par la SDI. Donc, c'est juste une plateforme pour automatiser en fait le transfert des ordres, d'accord, de vous à la SDI, puis de la SDI à la BRVM. Donc, l'intermédiaire, ça s'appelle la SDI. Vous allez là-bas, vous créez votre compte titre, vous déposez de la liquidité, vous dites, je vais acheter 4000 actions de sociétés ivoiriennes des banques à tel prix et mon ordre expire je dis n'importe quoi, 28 mars 2024. D'accord? Donc, c'est le genre de détails qu'on met dans un ordre et qu'on transmet à la SDI et la SDI derrière va faire le nécessaire pour que vous rentriez en possession des actions de la société ivoirienne des banques. Donc, voilà ce à quoi sert la SDI. Alors, donc oui, finalement, comment on gagne de l'argent sur la BRVM? Parce qu'on a dit c'est une bourse et qu'on sort, mais finalement, comment on gagne de l'argent? Il y a deux modalités, d'accord? Donc, il y a les plus-values, on va appeler ça des gains, d'accord? Gains sur le capital, en anglais on dit capital gain. Et il y a des revenus, d'accord? Donc, l'équivalent des coupons dont on a parlé tout à l'heure, donc qui sont des dividendes qui vont tomber de manière périodique. Sur la BRVM, pour le moment, c'est nécessairement de manière annuelle, d'accord? Et donc, les dividendes, ça se conçoit. L'entreprise fait des bénéfices et ça va dépendre de la politique de distribution de l'entreprise. D'accord? Est-ce qu'on veut réinvestir l'argent dans dans l'activité de l'entreprise ou bien non, on veut sortir le cash flow et distribuer ça aux actionnaires. Donc, ça dépend de la politique de distribution de l'entreprise. Et donc, éventuellement, vous pouvez recevoir des dividendes. Je dis éventuellement, la majorité des entreprises sur la BRVM distribuent des dividendes. Première modalité de gain sur la BRVM. La seconde modalité, donc, c'est la plus-value. Et donc, pour avoir plus-value, ça signifie si j'achète une action d'une entreprise, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à 1000 francs CFA, pour avoir une plus-value dessus, ça veut dire, ça suppose que je l'ai vendu à plus que 1000 francs CFA. Et donc, ça suppose que le coût de l'action a entre-temps varié. Et donc, la question maintenant qu'on se pose, c'est mais pourquoi le coût de l'action varie? D'accord? Sur une année, pourquoi le coût d'une action varierait si l'action, c'est juste une part de l'entreprise? Qu'est-ce qui s'est passé au temps dans la vie de l'entreprise pour que le coût de l'action varie? Alors, il y a plusieurs facteurs. Donc, nous avons dit sur le marché, il y a deux acteurs, des acheteurs et des vendeurs. Donc, ces acheteurs et vendeurs là, vont créer de l'offre et de la demande. Donc, si sur une action, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, d'accord? Ça veut dire que le coût de l'action va faire quoi? Et de manière opposée, s'il y a plus de demandes que d'offres, vous savez comment ça marche. Donc, ça, c'est déjà un facteur qui fait en sorte que le coût de l'action peut potentiellement varier sur la BRVM et vous faire gagner de l'argent ou perdre de l'argent. D'accord? Un autre facteur, c'est les taux d'intérêt. Donc, étant donné que les actions, c'est des parts d'une entreprise et l'entreprise, pour fonctionner, généralement, enfin, une bonne partie de son financement, ce sera des prêts bancaires. D'accord? Si la banque décide, par exemple, de serrer la ceinture, on va hausser les taux d'intérêt. Je ne sais pas, parce que derrière, la BCA aussi a serré la ceinture. Évidemment, ça va impacter l'entreprise qui est en train de mener son activité. D'accord? Ça va rendre difficile les activités. Et donc, l'entreprise peut ne pas bien performer cette année-là. Si elle ne performe pas bien, on aura des résultats médiocres. Et si on a des résultats médiocres, évidemment, les investisseurs ne seront pas contents et vont vouloir vendre. Vous voyez encore que là, encore ça rejoint l'offre et la demande. Et donc, tout ça va faire en sorte que le coût de l'action est impacté. Alors, ouais, le sentiment du marché. Donc, par exemple, prenez la situation qui se passe avec les États de l'AES, Alliance des États du Sahel. Il y a des gens qui ont peur que ça se passe mal. Donc, que finalement, par exemple, les entreprises concernées, donc je crois qu'il y en a 3, décident de se retirer de la côte, donc ne soient plus listés sur la BRVM. Donc, si ça se passe, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer et si ce sera à l'avantage ou au détriment de l'investisseur. D'accord? Et donc, ça, c'est un certain sentiment, hein, que les investisseurs sur le marché sont en train de nourrir. Donc, une peur qu'ils sont en train de nourrir par rapport à ces 3 entreprises-là. Et vous pouvez voir, l'une de ces entreprises-là, c'est Coris Bank Burkina Faso. Le coût est en train de chuter drastiquement. Donc, évidemment,
le sentiment des investisseurs sur le marché va impacter le cours des actions. Alors, les données macroéconomiques, ouais, évidemment. Donc, si on est en récession, ça va impacter toutes les entreprises d'un certain secteur plus que d'autres. Et donc, les indices liés à ce secteur-là vont moins performer que les indices des autres secteurs et consorts. Tout ça, ça se conçoit. Les résultats des entreprises, oui, on l'a dit. Et donc, l'offre et la demande rebelote. Donc, voilà quelques facteurs qui vont faire en sorte que le coût des actions sur les marchés financiers et la BRV en particulier vont varier. Et donc là, alors là, c'est quelle entreprise? C'est BOA Bénin. Ouais, bonne nouvelle. Donc, au Bénin au monde, on a une entreprise qui est cotée en bourse. Elle s'appelle BOA Bénin. Et c'est la seule entreprise béninoise qui, pour le moment, est cotée en bourse. D'accord? Maintenant, il y a des projets hein, pour faire coter d'autres entreprises. Alors, il y a TCBECO. OK. Donc, littéralement, ça veut dire intégrer un compartiment de la BROVM. D'accord? Donc, ça veut dire mettre les actions de l'entreprise à disposition des investisseurs qui sont sur la BRVM. D'accord? Donc, ouais, bon, je profite pour mieux expliquer. En fait, il y a deux marchés. Une entreprise, ça a des actions, on l'a expliqué. Pour pouvoir entrer en possession de ces actions-là, il y a deux marchés. Donc, il y a le marché ouvert financier, d'accord, et le marché de gré à gré. Parce que même quand une entreprise n'est pas cotée en bourse, vous pouvez quand même aller acheter ses actions. D'accord? Là, il faut aller parler au promoteur de l'entreprise et tout ça, et dit je vais entrer dans le capital et consort. Donc, ça, on appelle ça le marché de gré à gré. D'accord? Et l'autre marché, donc, plus ouvert, c'est le marché à capital, c'est la BRV, enfin, les bourses en général. Les deux. Ouais. Donc, il y a le marché primaire et le marché secondaire. Sur le marché financier de la BRVM, il y a le marché primaire et le marché secondaire. Donc, initialement, à l'IPO, donc Initial Public Offering, offre publique de vente, l'entreprise va dire je veux céder 20% de mon capital donc, aux investisseurs de la BRVM. D'accord? Et donc, au départ, aucun investisseur ne détenait des actions de cette entreprise-là. D'accord? Donc, le marché secondaire est vide. Donc, toutes les actions sont disponibles sur le marché primaire. Donc, le marché primaire, c'est là où l'entreprise amène ses actions, propose ses actions aux investisseurs de la BRVM. Et là, aucun autre investisseur ne détient encore des actions de cette entreprise sur la BRVM. Donc, après l'IPO, des gens sont achetés hein, et consorts. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a déjà des investisseurs de la BRVM qui ont des actions de l'entreprise. Et donc là, maintenant, on passe au marché secondaire où deux choses peuvent se passer. Soit l'entreprise a cessé son IPO et donc vous ne pouvez plus acheter des actions de l'entreprise. D'accord? Et donc, si vous voulez avoir des actions de cette entreprise-là, vous achetez nécessairement auprès d'autres investisseurs qui avaient déjà acheté à l'IPO. Ça, c'est sur le marché secondaire que ça se fait. Ou bien, l'IPO est toujours en cours. D'accord? Et donc, vous pouvez acheter à la fois chez l'entreprise elle-même ou chez d'autres investisseurs qui avaient déjà acheté l'action. Alors, sur la BRVM, on a un système de, comment je vais dire, de cotation centralisée. D'accord? Ça veut dire c'est impossible pour une action d'avoir deux cours au même moment. Peu importe, même si les sources sont différentes. D'accord? Donc, peu importe celui chez qui vous achetez, le coût, il sera le même. D'accord? Et généralement, c'est vrai que j'ai donné l'exemple de peut-être que la IPO est encore en cours, mais généralement, ça ne va pas se passer comme ça. Avant de passer au marché secondaire, généralement, je dis généralement parce que je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui empêche ça. Généralement, on va arrêter l'IPO avant de passer au marché secondaire. Alors, le quel c'est IPO, Initial Public Offering. Public Offering. Donc, ça veut dire OPV en français, offre publique de vente. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est le cours de BOA Bénin sur la période de novembre 2022 à octobre 2023. Et vous pouvez voir que le cours a vraiment varié. Et vous pouvez voir qu'il y a des événements en fait, qui ont fait varier le cours. Donc, ce qu'on appelle RT3, par exemple, c'est le résultat trimestriel au Q3, donc au troisième trimestre. Donc, vous pouvez voir l'impact que ça a eu. Apparemment, les investisseurs n'étaient pas trop contents puisqu'après, ça a chuté, d'accord? Et vous pouvez voir, A, c'est annonce des dividendes. À l'annonce des dividendes, ce qui s'est passé, RA, c'est le résultat annuel, le résultat trimestriel 1,
les dividendes, donc à la distribution des dividendes et consorts. Donc, tout ça, c'est autant d'événements qui vont faire fluctuer le cours d'une action en bourse. Alors, ouais, OK. Donc ici, par exemple, le au RT3, donc résultat trimestriel Q3, donc du troisième trimestre, visiblement, vous pouvez voir que le cours de l'action a tendance était plutôt baissière, d'accord? Je n'ai pas ce résultat-là en tête, mais ça veut visiblement dire que les investisseurs attendaient plus que ce qu'ils ont fourni comme résultat ce trimestre-là, d'accord? Et donc ça va nourrir un certain sentiment. Moi, j'ai l'action. Donc c'est un exemple que je prends. Moi, j'ai l'action et je m'attends à un résultat de, je dis n'importe quoi, je dis 50 milliards de résultats au troisième trimestre et finalement, ils me disent qu'ils ont fait quoi, 41 milliards. Vous voyez? Alors que l'année passée, ils avaient fait, je dis 45 milliards. Donc, par rapport à l'année passée, ils ont régressé. Ils sont passés de 45 milliards à 41 milliards, alors que moi, je les attendais à 50 milliards. Donc, je commence par nourrir un sentiment négatif vis-à-vis de cette entreprise-là. Et donc, je vais commencer par chercher à vendre les actions de cette entreprise-là. Et donc, ça va jouer sur l'offre et la demande, et donc le prix va baisser. Parce que je ne suis pas le seul, plein de gens dans la même situation que moi, et ça va incliner le coût de l'action. OK, donc ça fait appel à la notion de liquidité, donc des actions sur les marchés financiers. Et donc, si l'action est suffisamment liquide, oui, vous pouvez entrer et sortir à tout moment. Entrer, ça veut dire acheter, sortir, ça veut dire vendre à tout moment. Mais si l'entreprise, si l'action n'est pas liquide, ça, vous ne pourrez pas. Vous pourrez peut-être entrer, mais vous ne pourrez pas sortir. Donc, liquide, ça veut dire derrière, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre l'action opposée? Donc, quand vous voulez acheter, est-ce qu'il y a des gens qui veulent vendre? Ou quand vous voulez vendre, est-ce qu'il y a des gens qui veulent acheter derrière? Si oui, l'action est liquide. Hmm? Littéralement. Donc, si oui, l'action est liquide, tout peut se faire, mais sinon, et on se retrouve dans ces cas. Hmm, non, les banques en général sur la BRVM sont très liquides. D'accord? Les seules entreprises qui liquident sur la BRVM, c'est de petites entreprises industrielles comme Sico, par exemple, qui fait dans la transformation des coco râpés. Ça, c'est une entreprise très, très illiquide. D'accord? C'est des exceptions. Sinon, la plupart des entreprises sur la BRVM sont vraiment liquides. Ouais. OK. Le profil d'investisseur, c'est, alors, je ne sais pas comment, c'est littéralement votre profil. C'est, en fait, c'est une batterie de questions. Donc, dans le profil d'investisseur, on entend que vous ayez bien déterminé votre horizon de placement. Est-ce que vous êtes là pour du long terme ou du court terme? D'accord? Votre aversion au risque. Que si vous voyez votre portefeuille baisser de 50% sur une année, est-ce que ça vous fait flipper? D'accord? Et quoi encore? Est-ce que vous voulez avoir un portefeuille concentré ou un portefeuille diversifié? D'accord? Est-ce que vous êtes à l'aise à avoir une seule ligne d'action dans votre portefeuille ou bien vous voulez avoir 40 entreprises dans votre portefeuille? Donc, autant de questions. Donc, tout ça va déterminer ce qu'on appelle votre profil d'investisseur. Et c'est important de faire ce diagnostic-là, cette introspection-là, avant de s'engager sur le marché financier. Parce que quand vous, et dans tous les domaines, peu importe ce dans quoi vous voulez vous engager, vous voulez savoir qui vous êtes avant de vous impliquer. Est-ce que ça, c'est vraiment fait pour moi? Parce qu'il y a des gens qui vont acheter des actions et qui vont penser qu'ils sont là pour du long terme. Et quand, au bout d'une année, ils vont recevoir des dividendes, mais vraiment médiocres, ils vont commencer par en vouloir la BFM. Je dis: «Non, c'est pas ce à quoi je m'attendais». Mais ça veut littéralement dire que tu n'étais pas là pour du long terme. Et donc, dès le départ, si tu avais compris que tu étais là peut-être pour du moyen terme, tu aurais pris d'autres décisions. Tu n'aurais peut-être pas acheté cette action-là, tu vois? Donc, c'est tout ça qui fait que c'est vraiment important de déterminer son profil d'investisseur avant de s'engager sur le marché. C'est littéralement ce que Warren Buffett dit. Il dit: «Les marchés financiers», là, je traduis vraiment ce qu'il dit. Tout le monde ici connaît Warren Buffett, tu vois? Ouais, Warren Buffett. Warren, donc il dit littéralement ce que vous venez de dire là, que les marchés financiers, les bourses sont un instrument pour transférer la richesse des gens patients vers les gens, enfin, des gens impatients vers les gens patients. Littéralement, c'est ce qu'il a dit. Donc vous avez la réponse à votre question. Et il n'y a pas de meilleur. Et tu dois savoir qui tu es et agir en fonction. Ah OK, la version au risque, comme on l'a dit.
est-ce que vous tolérez le risque ou pas? Et là, juste ensuite, avant de donner le dernier que j'avais donné, je vais dire l'aversion à la volatilité et c'est pas la même chose, d'accord? Généralement, les gens vont comprendre enfin, vont confondre risque et volatilité, mais c'est pas la même chose. Le risque, c'est la probabilité de perdre définitivement votre argent, c'est ça le risque. Mais la volatilité, c'est, comment dire, quelle est l'amplitude des variations du titre en question, d'accord? Donc, ouais, très, très voisin et c'est ça qui fait qu'on les confond, d'accord? Donc généralement, si vous voulez le bon profil, le meilleur profil sur le marché, d'accord, la volatilité, il n'en a pas peur, d'accord? La volatilité, c'est son ami. Si quelqu'un a lu ici Mister Market, enfin, l'investisseur intelligent, il connaît Mister Market. Quelqu'un a lu l'investisseur intelligent? Non? Donc dans l'investisseur intelligent, c'est un livre qui a été écrit par le mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham et donc il décrit un certain Mister Market. Alors Mister Market est un monsieur bipolaire, schizophrénique qui ne sait pas ce qu'il veut. Mister Market, c'est le marché. Mister Market va venir chaque jour et dire: «Je te propose des actions de BOA Bénin aujourd'hui à 10 000 francs CFA». Et demain, il va venir dire: «Je te le propose aujourd'hui à 12 000». Et le lendemain, il va venir dire: «Je te le propose à 8 000». Donc, en réalité, lui-même, il ne sait pas ce que vaut le marché et il se laisse, enfin, dominer par le sentiment hein, des autres investisseurs sur le marché. C'est Mister Market. Et l'investisseur intelligent en question, lui, il n'a pas peur de Mister Market. Il est là justement pour profiter de Mister Market. D'accord? Donc, le meilleur profil, si vous voulez, il n'a pas peur de la volatilité, mais il a peur du risque. D'accord? Il ne veut pas perdre son argent indéfiniment. Et c'est là qu'on introduit la notion de marge de sécurité. Peu importe l'investissement que vous voulez faire, vous voulez avoir une certaine marge de sécurité. Si vous avez calculé que la valeur intrinsèque de votre action, c'est 10 000 francs CFA, vous ne voulez pas l'acheter à 10 000 francs CFA. Vous voulez peut-être l'acheter à 7 000 francs CFA pour avoir une certaine marge de sécurité. D'accord? Un lien, je ne crois pas, enfin, les deux, c'est des marchés financiers. Il y a l'un qui est régulé, l'autre qui ne l'est pas. Ça, c'est bien une très grande différence. D'accord? Il y a les puristes de la finance vous diront que les crypto-monnaies, ce n'est pas des actifs. D'accord? Par définition, un actif, c'est quelque chose qui a des revenus. Pas revenus en temps, de l'argent qui tombe de manière périodique. Donc, et qui génère ça de manière intrinsèque. Donc, par exemple, un appartement que vous mettez en location, des loyers qui tombent, c'est produit par l'activité même de l'actif. Les crypto-monnaies, ça n'a pas cette caractéristique-là. Et donc, par définition, ce n'est pas des actifs. D'accord? Voilà quoi. Si tu vends tes crypto-monnaies, tu as de la liquidité et tu viens injecter sur le marché. Non, pas du tout. La SCI, c'est juste un intermédiaire. La SCI vous dira ce qu'il y a sur le marché. La SCI n'a aucun pouvoir de décider que BOA Benin cote à tel prix ou non. Ce n'est pas son scope. C'est la BRVM. Et c'est même pas, c'est pas des humains derrière, c'est un système déjà automatisé, d'accord? Et donc, comment ça fonctionne? On va tout simplement mettre le prix de l'action. Hein, donc, le prix auquel ça va coûter, c'est chaque 15 minutes que ça varie, déjà. Donc, ouais. Donc, le prix auquel ça va coûter pendant les 15 prochaines minutes. Ouais. Donc, le prix auquel ça va coûter pendant les 15 prochaines minutes, ce sera décidé comment? On va fixer tout simplement le prix pour avoir le plus grand nombre de transactions possible. Donc, s'il y a des gens qui veulent vendre, je dis n'importe quoi, à 5 000, d'autres veulent vendre à 4 500, d'autres veulent vendre à 7 000 et qu'on sort. Donc, ça, c'est le carnet d'ordre vente. Donc, il y a en face le carnet d'ordre achat, des gens qui veulent acheter à 8 000, des gens qui veulent acheter à 2 000, ouais, et qu'on sort. Et donc, on va faire le croisement et dit quel prix on va fixer pour avoir le plus grand nombre de transactions possible. Et c'est ça qui sera le prix pendant les 15 prochaines minutes, c'est tout. Non, tu n'es pas limité, non. En volume d'activité, tu n'es pas limité. Sur aucun marché financier, d'ailleurs, tu n'es limité. Par contre, il y a comment dire, l'amplitude de variation du titre en question. Donc, à la BRVM, c'est limité à 7,5%. Si je dis n'importe quoi, 7,5% pour 10 000, ça fait quoi? 750. Donc, si le prix de l'action à l'ouverture, c'est de 10 000 francs CFA, à la fin de la journée, ça ne peut pas dépasser 10 750 et ça ne peut pas descendre en dessous de 10 000 moins 750. Donc, ça, c'est une particularité de la BRVM. Sur les autres bourses, ce n'est pas le cas. Ça, c'est littéralement une question de définition. Donc, c'est en finance, et donc, une fois encore, les puristes de la finance le diront, on fait la distinction entre les valeurs meubles et les valeurs immeubles. D'accord? Les valeurs immeubles, c'est ça, littéralement l'immobilier. Et les valeurs meubles, c'est les actifs financiers qu'on peut trader facilement sur les marchés financiers. Donc, nous, on est en train d'échanger des actions, des obligations, c'est les valeurs mobilières. Et sur les 46, une seule entreprise béninoise, BOA Bénin.
Ouais. Bon, OK. Si vous voulez le siège est au Bénin, mais l'actionnariat, ouais, voilà, c'est une banque marocaine. Ouais. Et bon, il y a même une statistique qui a été publiée, il y a 2 ans de ça, vraiment choquant. Toutes les entreprises, si on prend toutes les entreprises sur la BRVM, hein, et on voit leur actionnariat, donc les plus gros actionnaires de ces entreprises-là, en majorité, c'est des Français. Donc, même ce que nous appelons enfin, la bourse régionale, elle n'a rien de régional, d'accord? OK. Donc, ouais, les dividendes, on l'a déjà expliqué. Ce que vous voyez là, c'est euh, un tableau qui recense des dividendes qui ont été proposés par certaines entreprises cotées sur la BRVM pour le compte de, enfin, pour le compte de l'année 2022, même si vous lisez 2023. Parce que le cash flow réalisé en 2022 est distribué en 2023. D'accord? Et donc voilà, donc vous pouvez voir ce qui intéresse ici, c'est, vous pouvez voir quelques rendements, hein, que le max ici, c'est 11,15%. Donc vous pouvez avoir des rendements dividendes qui vont jusqu'à 11,15%. Ouais, une partie. Et, et vous pouvez voir des rendements dividendes qui sont tombés jusqu'à 3,35%. D'accord? Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. OK, donc je disais que les rendements dividendes, vous pouvez voir, si on se fie à ce tableau-là, que ça variait entre quoi? 3,35% et 11,15%. Donc 11,15%, c'est quand même attrayant, hein. 3,35%, si je reste dans ma banque, j'ai plus ou moins ça. Et entre-temps, on ne vous dit pas qu'il y a des entreprises qui n'ont pas payé de dividendes cette année-là. Donc littéralement 0%. Donc voilà quoi. En dividende, peut-être en plus-value, vous avez gagné de l'argent. Ou peut-être qu'en plus-value, vous avez aussi perdu de l'argent. Dans votre portefeuille, c'est ça? Ouais, ouais. Et donc, ça dépend littéralement de votre profil d'investisseur. D'accord? Vous n'allez pas acheter une action dont les perspectives sont bonnes sur 10 ans, alors que vous êtes trader. Parce que vous n'êtes pas là pour 10 ans. D'accord? Donc, votre raison de placement, ça va déjà éliminer une bonne partie des actions que vous pouvez acheter sur le marché. Votre aversion à la volatilité, parce que vous pouvez supporter que ça bondisse de 200% pour ensuite cracher de 190%. Voilà, ça aussi, ça va éliminer des actions parce qu'il y a des actions qui vont faire ça et d'autres qui ne vont pas faire ça. Vous voyez? Donc, littéralement, définir son profil d'investisseur, ça va déjà limiter votre chance. C'est comme le dit une fois encore Warren Buffett, il dit que sur le marché, il y a 99% des entreprises qui ne savent pas évaluer. Là, ça dépasse même le profil d'investisseur. L'entreprise, c'est dans mon scope, c'est suivant mon profil, je peux m'intéresser à ça, mais je ne sais pas l'évaluer. Et donc, ça fait qu'il élimine 99% des entreprises qui sont sur le marché. Et seulement 1% des entreprises côté l'intérêt. D'accord? Maintenant, lui, il a beaucoup d'autres contraintes. Lui ne peut pas investir dans les small caps. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les small caps, les entreprises à très petite capitalisation. Parce que pour lui, ça ne va rien changer. Tellement le capital qu'il a investi est tellement grand qu'il lui faut trouver des éléphants. C'est comme ça on les appelle sur les marchés financiers, les blue chips. Donc, les grandes entreprises. Et même si ces grandes entreprises ne performent pas autant que les small caps, mais ça va largement impacter son portefeuille d'investissement. Et donc, lui, déjà, ça le contraint vers le haut du panier des entreprises les très grosses. Alors que, en tant qu'investisseur individuel, vous pouvez aller vers le fond du panier, vers les plus petites entreprises qui ont les meilleures performances. D'accord? Parce que oui, de manière historique, les small caps sont performés, hein, de loin, ont su-performé de loin par rapport aux blue chips. Comme le dit, je ne sais plus qui le dit, il dit en bourse, et c'est normal, les éléphants ne courent pas, ce sont les lapins qui courent. Donc, vous investissez sur les lapins, pas sur les éléphants. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. Ouais. OK.
tout est une question de politique de distribution. D'accord? Le management, est-ce que, voilà le cas de Coris Bank, par exemple, c'est pas, le taux de distribution, c'est de 5%. C'est pas qu'ils ne peuvent pas distribuer plus que 5%, mais ils ont jugé qu'avec tout le growth qu'il y a à faire, sortir plus de 5%, c'est irrationnel. D'accord? Bon, OK. Prenons le cas de Warren Buffett, par exemple. Lui, littéralement, tout Berkshire Hathaway ne paye pas de dividendes. Ça, vous le savez. Berkshire Hathaway, c'est la holding de Warren Buffett. Ça ne paye pas de dividendes. Tu ne viens pas investir dans la holding de Warren Buffett et espérer des dividendes. D'accord? Par contre, lui, il aime collecter les dividendes. Les entreprises dans lesquelles il investit, il aime collecter les dividendes pour ensuite les réinvestir dans d'autres entreprises qui ont des perspectives de growth plus importantes. Donc, voilà quoi. Donc, connaître ton profil d'investisseur, hein, est-ce que vous êtes là pour les dividendes ou pour les plus-values? Donc, quand vous savez ça, vous savez quelle action il faut éviter, vers quelle action il faut vous orienter. Voilà, littéralement, la valeur. C'est ça. OK, littéralement. Donc, le cash flow généré par l'entreprise, il y a plusieurs manières d'utiliser ce cash flow-là. Donc, le management peut décider, et généralement, il va décider ça, de sortir l'argent aux actionnaires, donc distribution de dividendes. Et généralement, elle va faire ça quand elle ne croit pas qu'elle a encore de la marge sur le marché. Donc, par exemple, une banque, par exemple, qui ne croit pas que, bon, on peut ouvrir plus d'agences et en ouvrant plus d'agences, on va avoir plus de clients et donc plus de chiffre d'affaires qu'on sort. Elle n'y croit pas. D'accord? Elle collecte des données. Elle va commencer à évoluer. D'accord? Elle n'y croit pas. Donc, pour cette banque-là, la meilleure chose à faire encore, c'est de sortir l'argent. D'accord? Première modalité. L'autre modalité, c'est, ah non, on a de la perspective, on a de la bonne perspective. Il y a des parts de marché à gagner. Donc, on va plutôt garder de l'argent pour le réinvestir. Donc, peut-être embaucher plus de personnel, ça va faire grimper les charges de personnel. Peut-être, voilà, donc faire plus de location parce que les banques, généralement, ça n'achète pas. Les immeubles dans lesquels ils sont là, ce n'est pas des terrains qu'ils achètent, c'est de la location qu'ils font. Donc, garder de l'argent en provision pour payer ces loyers-là parce qu'on veut ouvrir plus d'argent, c'est qu'on sort. Donc, réinvestir dans l'activité de l'entreprise. Seconde modalité. Une autre modalité encore, c'est d'avancer dans l'épuration des crédits bancaires. Donc, on m'a dit, bon, ouais, on a fait du bon cash flow, on ne veut pas sortir en dividende, on ne veut pas réinvestir, mais on veut anticiper le remboursement du crédit. Donc, on veut vraiment évoluer dans ça. Une autre modalité. Et donc, une dernière modalité encore, c'est les buybacks. Donc, sur le marché, par exemple, on décide, on ne veut rien faire des trois modalités précédentes, mais on veut racheter nos actions. Et généralement, ils vont décider ça quand ils vont voir que sur le marché, l'action est vraiment décotée. Que les gens ne perçoivent pas en réalité la valeur réelle de l'entreprise. Donc, si eux, ils évaluent que la valeur intrinsèque est à, je dis n'importe quoi, 1000 francs, enfin 10 000 francs CFA, et que l'action sur le marché, ça coûte à 4 000 francs CFA, là, ils peuvent décider de racheter leurs propres actions. Et donc, s'ils rachètent leurs propres actions, ça diminue le nombre d'actions disponibles sur le marché. Et ça diminue aussi le nombre d'actions émises par l'entreprise. Les parts sociales, même ça les diminue, le nombre de parts sociales. Et donc, ça fait que par définition, une part sociale a plus de valeur maintenant. Donc, si je dis je distribue 10 milliards, par exemple, à 5 personnes, ce n'est pas la même chose que si je distribue 10 milliards à 2 personnes. Enfin, la même quantité à 2 personnes. Donc, si le nombre d'actions est en train de diminuer, c'est la valeur intrinsèque de chaque action qui est en train de grimper. Et donc, les buybacks aussi, rachat d'actions en français, c'est un moyen d'utiliser le cash flow généré. Donc, voilà. Oui, c'est un plan CFA. Ouais. Ouais, sur le cours de l'action. Ouais. Donc, les rendements ici, c'est calculé par rapport au coût de l'action. C'est littéralement le dividende que vous voyez là, divisé par le coût de l'action le jour où ils ont fait ce tableau-là. Donc, c'est un truc dynamique. Alors, donc, oui, c'est quoi encore? Donc, voilà, les marchés financiers, la BFM en particulier, c'est un excellent moyen, hein, d'accord, pour avoir des revenus passifs, pour faire du crédit non dispensable. Je vais revenir, d'accord? C'est un truc très liquide,
c'est l'avantage que ça a sur les autres véhicules d'investissement. Le capital de départ, c'est comparé à l'immobilier. Pour investir dans l'immobilier, il faut avoir un capital de départ mais énorme. À la bourse, vous pouvez commencer avec 60 000 francs CFA, littéralement. D'accord? Il y a des actions qui coûtent 18 francs CFA. Pas grand-chose pour commencer. Et atteindre l'indépendance financière avec la bourse, c'est complètement, mais alors complètement faisable. D'accord? Ouais. Oui, complètement. Et donc, je vais revenir maintenant sur le crédit nantissement. Donc, le crédit nantissement, c'est tout simplement un crédit que vous pouvez prendre auprès d'un organisme de crédit et en garantie, vous donnez votre portefeuille. Et donc, par exemple, Africa Boost et Financia le font. Donc, Financia, c'est la société mère d'Africa Boost. Africa Boost, c'est la SDI. Financia, c'est un organisme de crédit. Donc, comment on appelle ça? Les microfinances. C'est une microfinance. D'accord? Et donc, si vous avez un compte titre chez Africa Boost, d'accord, vous pouvez nantir. C'est comme ça qu'on appelle ça. En anglais, c'est des SBL, Security Based Loan. Donc, vous pouvez nantir votre compte titre et avoir derrière du crédit chez Financia. Donc, si vous avez un portefeuille, je dis n'importe quoi, de 10 millions de francs CFA, vous pouvez avoir si c'est composé uniquement d'actions, vous pouvez avoir un crédit à hauteur de 50-60% de votre portefeuille. Et si c'est que des obligations, ça grimpe, ça va jusqu'à 80-90% de votre portefeuille parce que c'est des produits plus sûrs. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, je suis à la fin de la présentation. Hein. Est-ce que vous avez des questions, des préoccupations? Ouais. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Alors, donc, comment dire? La première chose ici, c'est déjà de déterminer votre capital, ce que j'appelle le capital d'indépendance financière. De combien vous avez besoin? D'accord? Et donc, ça, c'est un montant relativement personnel. Bon, voilà. Donc, et je ne sais pas sur quels critères vous trouveriez que vous avez besoin de 1 milliard pour pouvoir vivre de manière libre. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'un milliard de CFA. D'accord? Oui. OK. Et après, prenons, allons vers les chiffres. Peut-être, je vous demande peut-être pas votre capital d'indépendance financière, mais donnez-moi un montant. OK, 100 millions de francs CFA. D'accord? Et bon, évidemment, pour trouver ce montant-là, vous trouvez votre burn. Comment il s'appelle déjà? Moulay Tabouré. Vous connaissez Moulay Tabouré? Voilà. Donc, vous trouvez votre burn rate, combien vous brûlez chaque mois. Et vous rapportez ça à l'année, combien vous brûlez par an. Et vous voulez en fait que le capital d'indépendance financière, même s'il a un rendement médiocre, je dis n'importe quoi, 7%, c'est bras croisés, vous pouvez faire ça sur la BRVM, même s'il fait 7%, que ça puisse couvrir votre burn rate. D'accord? Ce que vous brûlez chaque année. D'accord? Et donc, 100 millions, bon, essayons de faire le calcul. 100 millions de francs CFA qui a un rendement de 7% sur la BRVM, bras croisés, vous pouvez faire ça. Finalement, ça fait que vous brûlez combien par année, donc combien par mois?
Ouais, pour évaluer ce que les 100 millions là représentent, je veux vraiment rapporter ça au mois. Combien ça fait que vous brûlez par mois? Ah! Non, comment dire, c'est pas aussi straightforward. Ouais, non, c'est pas ça. C'est, là, on n'est pas en train de parler de votre burn annuel, combien vous brûlez par an. C'est pas ça le capital d'indépendance financière. Le capital d'indépendance financière, c'est quel capital qui, s'il vous rapportait 7%, parce que 7% de rapport de professeur sur la BRVM, va couvrir votre burn rate annuel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mhm. Ouais, oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, je ne sais pas quel montant vous donniez. Est-ce que c'était le burn ou bien le capital? Ok, moi, je comprenais que c'était le capital et je voulais évaluer à quel burn ça correspondait.